Le cœur semble être épargné du cancer, mais pourquoi ? Eh bien, une étude investigue. Un robot sans moteur ni batterie pour semer des graines, c'est l'actu Mimi du jour. L'oiseau le plus dangereux du monde serait peut-être plus effrayant encore si on pouvait le voir avec des ultraviolets. Bonjour Viviane. Bonjour Thomas et bienvenue à vous sur l'émission Avec Desi, une émission d'actualité scientifique qu'on vous propose 2 fois par mois. Tout au long de l'émission, on a l'habitude de vous proposer un petit jeu et aujourd'hui, c'est le jeu du qui est le plus crédible. On vous propose une image et on va vous donner 2 histoires, moi et Viviane, et l'objectif, le but du jeu, ça va être de savoir quelle histoire est la plus crédible et qui pourrait correspondre à cette image qu'on vous montre. La voici, on va vous la décrire pour les personnes qui nous écoutent en version podcast. L'image est sur un fond noir avec des formes très abstraites, des tourbillons parfaitement symétriques, un peu tu sais comme les tests de psychologie, les tests de Rorschach. Exactement. Et les couleurs principales sont le vert, le violet, mais c'est très, très fluorescent, donc une image assez particulière. Et on va vous donner les 2 histoires un peu plus tard au cours de l'émission. Et oui, parce que pour l'instant, on commence avec notre actualité principale, l'actualité. C'est intéressant. Notamment, pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de cancer du cœur ? Le cœur est un organe qui personnellement m'a toujours fasciné. J'ai peut-être éventuellement un petit biais. Une pompe capable de faire circuler environ 5 litres de notre sang par minute au repos dans l'ensemble du corps, c'est quand même assez incroyable. La pompe s'accélère automatiquement quand on fait un effort physique, quand on est stressé, et elle se calme tout doucement lorsqu'on passe en mode repos. Comme je te disais, j'ai probablement un petit biais parce que j'aime beaucoup la biologie humaine, donc j'ai un petit coup de cœur si tu me passes ta petite blagounette pour cet organe. Et je t'avoue que pour une fois, on va se rejoindre parce qu'on n'a pas du tout les mêmes spécialités, Thomas et moi, mais le cœur, c'est probablement l'organe le plus mécanique. Alors moi, c'est un organe qui me plaît. Et ce qui nous fascine particulièrement aujourd'hui, c'est que le cœur est très, très, très rarement touché par le cancer. Et c'est en fait assez contre-intuitif parce que le cœur est traversé justement en permanence par le sang, tu l'as dit, il pompe 5 litres. Donc on pourrait s'attendre à ce que des cellules cancéreuses circulantes aient l'occasion de s'installer. Pourtant, les tumeurs cardiaques sont très rares. La grande question de cette étude, publiée dans le journal Science, est donc qu'est-ce qui protège le cœur du cancer ? Parce que, évidemment, s'il y a une astuce, on aimerait bien l'appliquer à d'autres organes. Exactement. Alors en temps normal, donc hors cancer, chez les mammifères adultes, les cellules du muscle cardiaque se divisent très peu, contrairement aux cellules de la peau ou de l'intestin qui, elles, se renouvellent continuellement au cours de la vie. Dans le cœur, c'est tout l'inverse. Après la naissance, le cœur perd en grande partie sa capacité de régénération. Et une des explications, c'est l'augmentation de ce que les chercheurs appellent la charge mécanique, c'est comme ça qu'on va le traduire. Le cœur commence en réalité à travailler contre des contraintes plus importantes, notamment liées à la pression et au volume de sang qu'il doit pomper. Et cette contrainte contribuerait à bloquer la prolifération et le renouvellement des cellules du cœur. Donc l'hypothèse des chercheurs est quand même assez élégante et rigolote. Le simple fait que le cœur batte, qu'il se contracte, qu'il soit soumis à cette charge mécanique dont tu parlais, pourrait empêcher les cellules cancéreuses de proliférer. C'est quand même assez rigolo comme hypothèse de recherche, je trouve. Rigolo, c'est le terme. Ah ouais, moi je trouve ça rigolo. Tu trouves ça rigolo ? Ouais, moi je trouve ça rigolo. Parce que maintenant il faut que je défende mes sujets, tu vois ce que je veux dire, pendant le tournage, genre. On me sabote. Faut que tu défendes le fait de trouver ça rigolo. Alors, quand on a une hypothèse en recherche, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des tests pour évaluer si elle est bonne ou non. Et donc, pour ça, ce qu'ils ont développé, c'est qu'ils ont utilisé un modèle qui est quand même assez impressionnant. C'est une transplantation cardiaque hétérotypique chez la souris. Traduction, Thomas ? Concrètement, un cœur donneur a été transplanté dans la région du cou d'une souris receveuse. Belle démonstration. Ce cœur transplanté reste perfusé, donc il reçoit du sang, mais il ne pompe pas comme un cœur normal contre une pression artérielle. On dit qu'il est déchargé parce que la charge mécanique est très réduite. Et ensuite, ils ont injecté des cellules de cancer du poumon dans un cœur normal, donc ça c'est la condition contrôle, et aussi dans le cœur déchargé que tu viens de décrire. Et là, la différence est très nette. Dans le cœur normal qui est exposé à la fameuse charge mécanique, les cellules cancéreuses prolifèrent très peu. Alors que dans le cœur déchargé, là, elles prolifèrent beaucoup plus et forment des masses tumorales beaucoup plus importantes. Alors en général, quand on fait ce genre d'études, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser plusieurs modèles expérimentaux pour voir si on retrouve la même conclusion et donc dans d'autres contextes, et donc de ne pas s'arrêter à juste un seul modèle. Et pour ça, les chercheurs ont utilisé des tissus cardiaques artificiels, donc ce sont des petits tissus cardiaques construits en laboratoire avec des cellules cardiaques qui sont capables de battre et dans lesquels on peut contrôler cette fameuse
fameuse charge mécanique. Et là encore, même logique, quand le tissu est déchargé, les cellules cancéreuses prolifèrent davantage, et quand la charge mécanique est augmentée, leur prolifération diminue. Alors, petite pause ici. C'est bien beau d'observer ce phénomène, mais comment est-ce qu'une force mécanique peut-elle dire à une cellule cancéreuse « Hey, ralentis ta prolifération ?» Et là, je sais que Thomas, c'est ton moment. My time to shine. Parce que j'avais vraiment le cœur, j'aurais vraiment eu le cœur brisé si on n'avait pas abordé cette partie-là de l'étude. Donc voilà, je vous fais ce plaisir de vous expliquer ça. Surtout que, évidemment, il y a un petit peu de génétique, vous l'aurez compris, c'est pour ça que j'ai mon cœur balance. J'en peux plus, cette analogie du cœur là, j'en peux plus. Donc, pour répondre à ta question, un des acteurs importants identifiés par les chercheurs serait une protéine qui s'appelle Nesprine 2. Je sais que c'est un peu plate en général, hein, les noms des protéines, c'est pas très fou. Même si je sais que tu m'as dit en off que t'aimais ce nom de protéine. Moi, je vois pas le problème par rapport à un autre, en tout cas. Bon, respect pour Nesprine 2, qui fait partie d'un système qui est capable de capter et de transmettre l'information de cette charge mécanique de la cellule jusqu'au noyau, là où se trouve l'ADN. Et cette protéine envoie le message à la cellule, notamment en activant indirectement certains gènes qui sont des freins à la prolifération des cellules cancéreuses. C'est un mécanisme de régulation épigénétique dont je tairai les détails ici. Allez voir l'étude si jamais ça vous intéresse. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que cette protéine aide la cellule cancéreuse à sentir qu'elle est dans un environnement mécanique contraignant, à percevoir les forces du cœur qui sont en train de battre et de amener cette pression-là, et à transformer ce signal physique en un frein à la prolifération. Et on n'ira pas plus loin dans cet aspect génétique. J'ai fait court. Franchement, ça va. Oui, c'est très bien, mais Bref, tout ça pour dire que la conclusion générale, c'est que le cœur serait rarement touché par le cancer, en partie parce qu'il est au cœur d'un environnement mécaniquement hostile à la prolifération tumorale. Le fait de battre, de comprimer, de générer des contraintes physiques pourrait imposer aux cellules cancéreuses un environnement dans lequel elles ont tout simplement du mal à se multiplier. Mais attention, comme d'habitude, on va nuancer un peu cette étude, parce qu'il ne faut pas la surinterpréter, comme d'habitude. Parce que d'abord, une grande partie de l'étude repose sur des modèles expérimentaux. Donc les souris, les cœurs transplantés, les tissus cardiaques artificiels sont très utiles pour tester l'effet de la charge mécanique, mais ils ne reproduisent pas parfaitement ce qui se passe chez un humain. Les chercheurs ont bien analysé des métastases cardiaques humaines, effectivement, et ces données vont dans le même sens, mais elles restent observationnelles, donc elles ne prouvent pas à elles seules que la charge mécanique cause directement ces changements chez les patients. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas des souris. Oui, une autre limite à tout ça, le cœur a peut-être d'autres façons de contrer le développement des cancers. Ici, les chercheurs ont étudié une hypothèse qui est la charge mécanique, mais il y a peut-être d'autres mécanismes physiologiques qui jouent aussi un rôle dans tout ça et qu'on ne connaît tout simplement pas encore. Et puis dernier point, cette étude ne dit pas non plus que faire battre son cœur plus vite empêche le développement de cancer. Un gros attention ici, elle ne dit pas non plus que l'exercice physique pourrait mécaniquement écraser des tumeurs. On parle ici de mécanismes très précis, de forces locales très précises, observées dans des contextes bien particuliers, et je pense que c'est important de le préciser ici. Oui, d'autant plus que moi, quand j'ai lu cette étude, c'est humain, hein. On a envie de faire cette extrapolation. On voit le cœur qui bat, c'est ça qui empêche les cellules. On se dit, cœur qui bat, donc forcément si je fais plus de sport, et ça va me protéger des cancers. C'est pas ça que l'étude dit, parce qu'entre les deux affirmations, il y a tout un fossé qui nous manque comme information. Alors, est-ce que l'exercice physique est bon ? Oui, évidemment, mais peut-être pas pour cette raison-là, en tout cas. Donc attention aux extrapolations, c'est très humain de les faire, mais c'est pas ce que l'étude dit. Alors maintenant, la grande question, c'est est-ce que ce projet ouvre la porte à de potentielles approches thérapeutiques ? Peut-être, mais là, il faut vraiment prendre conscience qu'on est au stade de recherche fondamentale. Donc on s'emballe pas, ça nous donne des informations, et le reste de la science va se bâtir autour de ça, mais aujourd'hui, on ne parle pas de solutions thérapeutiques. Une actu qui m'a tenu à cœur. Si vous saviez le nombre de jeux de mots que Thomas a mis dans cette actualité... Tu sais que je me suis fait plaisir. Est-ce que tu as remarqué que j'en ai supprimé ? Ah non, j'ai pas remarqué, non. Comme quoi, il manquait pas. On vous présente notre quiz où il faut deviner à quoi correspond cette image. Et là, on vous présente deux possibilités qui sont, sachez-le, toutes les deux vraies. Les deux études dont on va vous parler sont vraies. C'est juste que l'image ne correspond qu'à une seule des deux études présentées. Saurez-vous trouver laquelle ? Thomas, quelle est ta version de l'explication de cette image ? Ma version, c'est que cette image est une œuvre d'art sortie d'un atelier d'art
collectif, ce que vous voyez sous les yeux est en fait une des multiples toiles issues d'un atelier d'art-thérapie collectif. Le but des chercheurs de cette étude était d'étudier l'impact d'activités artistiques de groupe comme la peinture, la danse, la musique, le théâtre, l'écriture créative sur la santé mentale chez les personnes âgées. Une méta-analyse qui a été publiée dans Nature Mental Health a compilé les données de dizaines d'études internationales sur le sujet et selon cette recherche, ces interventions seraient associées à une réduction modérée mais significative des symptômes de dépression et d'anxiété. Les auteurs ont mis une bonne dizaine d'illustrations dans cette étude avec des photos très différentes, beaucoup de choses, beaucoup de propositions d'œuvres d'art, si on pourrait dire ça comme ça, pour représenter les différentes disciplines artistiques. Et on a choisi ce qui nous a le plus marqué. Voilà. Donc on vous la montre juste ici. Mm-hmm. À moins que ce soit ma version de l'histoire, ce que vous voyez n'est pas une œuvre d'art, oubliez la version de Thomas. Cette image vient en réalité du nez d'une souris. C'est une coupe de la cavité nasale d'une souris observée avec des marquages fluorescents sous un microscope. Les formes spiralées qu'on peut voir ici sont les replis du tissu, qu'on appelle l'épithélium, à l'intérieur du nez. Les points colorés que vous voyez sont les récepteurs olfactifs présents à la surface des neurones. Chez la souris, il y aurait plus d'1 millier de récepteurs olfactifs différents. Et chaque neurone envoie ensuite l'information à une région spécifique du cerveau. Pendant longtemps, on pensait que ces récepteurs étaient répartis dans quelques grandes zones du nez avec une part assez aléatoire, mais les chercheurs ont montré dans une étude publiée dans le journal Cell quelque chose de beaucoup plus fin. Chaque type de récepteur olfactif occupe une position bien précise dans le tissu nasal, comme si le nez contenait une véritable carte spatiale des récepteurs. Et cette même carte du nez semble s'aligner ensuite parfaitement avec la carte des odeurs formée dans le cerveau pour traiter l'information. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une idée? N'hésitez pas, on vous met le quiz, le questionnaire juste en dessous de la vidéo. Si vous nous regardez sur YouTube, du moins. Exactement. Et donc on vous laisse répondre qui est le plus crédible entre moi et Viviane. On poursuit avec une nouvelle rubrique. La rubrique « Oh, c'est Mimi ». J'adore, mais ça faut un jingle pour ça. Un robot qui se déplace tout seul, sans moteur, sans batterie embarquée, sans processeur. C'est une activité assez rigolote. Et oui, ce robot s'inspire des virevoltants. Ce sont les plantes sèches en forme de boule qu'on voit souvent rouler dans les films de western. Et dans la nature, les virevoltants utilisent le vent comme moteur pour rouler et disperser des centaines de milliers de graines grâce à leur forme arrondie et creuse qui leur permet de se déplacer sur de longues distances, parfois même jusqu'à 1 km. Donc, est-ce qu'on pourrait pas fabriquer une structure robotique qui reprend cette logique, mais avec un contrôle un petit peu plus précis que le vent? Viviane, je te présente le robot Twirlbot ou robot pirouettant, une petite structure sphérique capable de se déplacer non pas grâce au vent, mais grâce à la lumière. On va vous expliquer pourquoi, mais d'abord à quoi ça ressemble. Il y a un article du Monde qui propose un schéma vraiment très bien fait pour vous expliquer en détail tout ça. C'est une boule creuse de près de 2 cm de diamètre, fabriquée à partir de 6 bandes entrelacées, un peu comme si on tressait une petite sphère, et chaque bande est composée de 2 couches. Une couche externe qui réagit à une source de lumière. Elle est faite d'un matériau qu'on appelle de l'élastomère cristallin liquide et qui a été enrichi avec de la suie de chandelle. Et cette suie absorbe bien la lumière et la transforme en chaleur. Et la couche interne sert surtout de support élastique. Elle est faite d'un silicone souple très utilisé en laboratoire. Et quand une zone de cette sphère est éclairée par une source de lumière, elle chauffe et c'est cette chaleur qui provoque la contraction locale de la couche externe qui réagit à la lumière. Et comme cette couche externe se contracte et l'autre couche interne reste passive, donc elle résiste à la contraction, la bande n'a d'autre choix que de se courber. Et cette déformation entraîne un léger déplacement de point d'appui du robot sur le sol. À un moment, la structure devient instable et elle bascule, et puis hop, elle roule d'un cran. Et donc dans ce cas de ce petit robot, elle va rouler d'un cran, et ainsi de suite. Donc quand le robot bascule, la zone qui venait d'être chauffée se retrouve dans l'ombre, elle refroidit donc rapidement, reprend sa forme, et pendant ce temps, une nouvelle zone est exposée à la lumière, chauffe, se déforme, puis déclenche le prochain basculement. Le robot avance donc avec une série de petits cycles, déformation, basculement, récupération. C'est quand même assez rigolo à voir. Et donc pas besoin de capteurs électroniques, de logiciels de contrôle ou de batterie, c'est la lumière qui fournit finalement l'énergie, la matière réagit et la forme de la sphère transforme cette réaction en mouvement. Les chercheurs ont vérifié les quelques paramètres pour permettre au robot de bien rouler. Il faudrait d'abord un bon équilibre entre déformation et récupération, donc une bonne combinaison entre les épaisseurs de couches, la largeur des bandes, la géométrie
globale de la structure, ce genre de choses. Et d'ailleurs, tout est expliqué dans l'étude pour les personnes curieuses. Et évidemment, il nous faut aussi un bon paramétrage de l'intensité lumineuse. Plus l'intensité est élevée, plus le robot accumule rapidement de l'énergie thermique et plus il roule vite. Mais la position du faisceau lumineux est aussi importante. Si la lumière éclaire la bonne zone, le robot avance efficacement. Mais si elle arrive trop haut sur la sphère, elle ne déforme pas assez la partie en contact avec le sol et le robot ne se déplace plus. Et Trollbot peut faire tout un tas de choses, monter et descendre des petites pentes, résister à l'écrasement parce que sa structure élastique lui permet justement de retrouver sa forme après avoir été comprimé, transporter des petites charges à l'intérieur de sa sphère, même des charges dépassant sa propre masse dans certaines conditions, rouler sur différents matériaux comme du papier, du verre, du sable, des feuilles mortes, et même aller sous l'eau, quand même assez rigolo, et même aussi franchir de petits obstacles. Petits obstacles. Bah non, pas non plus trop demander. Ouais, c'est 2 cm, ouais, c'est pas gros. Ouais. Chips. Chips. Alors à quoi est-ce que ça pourrait servir ce petit robot-là ? Plusieurs applications selon les auteurs. La première, très directement inspirée des virevoltants, c'est la dispersion de graines. Donc le robot pourrait transporter des graines dans sa cavité interne, rouler sous l'effet de la lumière, puis les libérer progressivement. Ils ont d'ailleurs fait le test avec des graines de poivron et ont réussi à disperser le long d'un trajet éclairé. Deuxième possibilité, servir de navette, on va dire, rythmée par le soleil. En plaçant des lentilles de chaque côté du robot, il pourrait être activé par la lumière du matin dans une direction, rester immobile quand le soleil est trop haut, et puis être réactivé par la lumière du soir dans l'autre direction. C'est évidemment une démonstration de laboratoire, mais l'idée est de montrer qu'une structure pourrait se déplacer selon les changements d'ensoleillement et peut-être devenir des petits véhicules agricoles, capables de travailler toute la journée sans aucune batterie et sans besoin de recharge. Et on peut même le faire soi-même. Il y a comme une image à la toute fin de l'article où il vous explique comment faire ça à la maison avec du papier, du ruban adhésif et un marqueur noir. Et c'est l'adhésif qui se dilate à la chaleur, tandis que le papier en dessous se contracte. Il faut colorier le ruban adhésif avec le marqueur noir, ça va permettre d'absorber la lumière, puis ensuite de la transformer en chaleur. Donc c'est le même principe que ce prototype, mais en version fait maison. J'ai bien envie de le tester. Ouais, je sais pas si j'aurai le temps de le tester avant que la publication de cette vidéo, mais j'ai bien envie de le tester. Alors attention quand même, évidemment c'est cool, mais on ne s'emballe pas, c'est un prototype qu'on voit ici, donc il y a évidemment plein de limites, parce que on en est au balbutiement. Il a besoin d'une lumière qui est très intense ou très concentrée. Dans les démonstrations solaires, les chercheurs utilisent d'ailleurs des lentilles pour focaliser la lumière, donc on n'est pas du tout face à un robot qui est prêt à être déployé en agriculture. On a aussi sa navigation qui reste très basique, il suit simplement la source de lumière. Il ne va pas cartographier son environnement, il ne reconnaît pas les obstacles de manière intelligente, il ne prend pas de décisions complexes. On est à l'opposé de toutes les IA dont on parle en ce moment avec des gros développements informatiques. Là, c'est la simplicité à l'état pur. Exactement. Il faudra aussi tester la durabilité à long terme, la résistance aux environnements extérieurs, l'efficacité réelle pour transporter des charges ou disperser des graines, ou encore la capacité à fonctionner avec des variations naturelles de lumière. Donc encore beaucoup de paramètres à aller vérifier, mais au moins le prototype est là et on peut même le tester à la maison. Moi, le seul truc, c'est que je me dis, pour la lumière, il faut vraiment, je pense, utiliser vraiment la lentille, parce que je suis pas sûr que, mettons que selon le kit qu'ils proposent à la fin de l'article, que tu peux faire à la maison avec du ruban adhésif et du papier, je suis pas certain que la lumière soit assez focalisée et forte à l'endroit. Donc peut-être utiliser des lunettes pour vraiment s'arranger pour que les rayons, à la maison, pour ceux qui les fera à la maison. De ce côté-là, je suis pas sûr que ce soit si facile à faire à la maison, mais à tester. À tester. Ouais. J'espère que j'aurai le temps de le tester. Donc, vous l'aurez compris, c'est pas le robot du futur, c'est la preuve qu'on peut encore innover avec des concepts simples. C'est des robots plus simples, plus légers et moins coûteux aussi. Ouais. C'est bien. Ça change des robots hyper sophistiqués qu'on a pu discuter, expliquer avec des cils, ou qui couraient ou qui faisaient tout un tas d'affaires. Mais d'ailleurs, dans la prochaine émission, on vous parlera d'un robot pongiste, mais affaire à suivre. Affaire à suivre. On vous rappelle que cette émission est financée par vous. C'est vous qui nous soutenez sur Ulule et on voudrait grandement vous remercier parce qu'on vient d'atteindre le 3e palier. Ouais. 3e palier qui garantit le salaire de Thomas et de Marianne qui fait le montage des vidéos. Donc c'est un gros soulagement pour moi qui produit ces vidéos-là que d'avoir leur salaire qui est assuré. Donc un grand merci à vous. Ça enlève beaucoup de pression. Maintenant, on a un nouveau palier qu'on a mis en place, qui est le palier pour que moi je sois payée et que pour toute la production soit payée aussi. Par exemple, on a une caméra qui surchauffe et on doit arrêter tous les tournages plusieurs fois. Ce serait bien un jour de la changer. On a un prompteur qui ne permet pas de voir en entier les phrases. C'est très agaçant. Donc voilà, on aurait
quand même quelques petits besoins techniques, tout comme le fait de me payer, comme je vous le disais. Donc c'est pour ça qu'il y a un quatrième palier qui vient d'être mis en place. Et donc on compte beaucoup sur votre soutien pour continuer de faire pérenniser cette émission, parce que même si leurs 2 salaires sont assurés, moi je peux pas prendre un temps infini non plus pour m'occuper de cette émission aussi. Donc voilà, on vous remercie énormément pour votre soutien, et si jamais vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement, partagez la vidéo, c'est super important, ça nous aidera beaucoup. Donc on vous remercie, et puis on se retrouve sur Ulule pour tous les différents bonus qu'on vous propose. Absolument, merci. On vous rappelle le quiz du jour, Thomas. On vous rappelle qu'on a une image du jour et que vous devez choisir laquelle de nos 2 histoires est la plus crédible. D'un côté, l'impact d'un atelier créatif sur la santé mentale des personnes âgées, ça c'est mon histoire, ou de l'autre côté, une carte des récepteurs olfactifs du nez de la souris, la version de Viviane. Laquelle est la plus crédible ? On vous laisse voter. Ou lequel de nous 2 vous préférez ? C'est pas ça le jeu. C'est pas ça le jeu. Et on termine avec la photo scientifique du mois pour laquelle vous avez voté sur Ulule. Pour les personnes qui nous soutiennent, on vous remercie pour votre participation. Et cette fois-ci, c'est cette photo qui a été choisie. Sur cette photo scientifique du mois, on voit 2 fois le même oiseau, un casoar, un grand oiseau incapable de voler, qui vit notamment dans les forêts tropicales de la Nouvelle-Guinée et du nord-est de l'Australie, et qui est souvent qualifié d'oiseau le plus dangereux au monde. À gauche, vous avez la photo qui est prise en lumière visible, donc ce qu'on voit à l'œil nu, très coloré, avec du bleu, du rouge, un bec sombre. Et surtout, j'attire votre attention sur la grande structure sur le dessus du crâne, non pas le mien. Cette structure-là, on appelle ça le casque. Il est assez ordinaire en termes de couleur, donc brun, grisâtre, noir, un peu verdâtre, mais globalement sobre. Alors qu'à droite, c'est le même animal mais sous lumière ultraviolette, et on voit que le casque présente une grande zone vert clair fluorescente, et c'est une découverte qui a fait donc l'objet d'une publication dans le journal Scientific Reports, Viviane. Alors remettons un petit peu de contexte. Ce casque intrigue les scientifiques en fait depuis longtemps. À quoi sert-il ? Est-ce qu'il aide à se défendre ? Est-ce qu'il aide à réguler la température ? Est-ce qu'il aide à communiquer visuellement avec d'autres casoars ? On ne sait pas. Mais en tout cas, à l'œil nu, on ne peut pas dire que ce soit vraiment flashy pour servir de signal visuel. C'est pas très spectaculaire, du moins pour nos yeux d'humains. Parce que pour beaucoup d'oiseaux, en fait, eux, ils peuvent percevoir des longueurs d'onde que nous ne voyons pas, notamment dans l'ultraviolet. D'où la question, si le casque des casoars était beaucoup plus visible dans l'ultraviolet ? Et pour répondre à cette question, les chercheurs ont observé des casoars vivants et des spécimens conservés dans des musées. Au total, 95 oiseaux adultes appartenant à 3 espèces différentes. Ils ont éclairé les casques avec de la lumière ultraviolette. Résultat, les casques des casoars fluorescent bel et bien sous l'ultraviolet, comme on le voit sur la photo. Ce serait la kératine du casque qui émet des motifs bleu-vert, même si on ne sait pas exactement quel mécanisme chimique explique cette fluorescence. Toujours est-il que ces motifs varient d'une espèce à l'autre. Chez certaines espèces, les zones fluorescentes peuvent couvrir presque la moitié du casque, parfois même une très grande partie du casque, ou parfois même être quasiment inexistant. Et ça, c'est la découverte de l'article qui détaille énormément toutes les différences de motifs entre les différents spécimens. Mais il y a une nuance importante. Voir une fluorescence sous une lampe UV en laboratoire, c'est pas la même chose que de prouver qu'un animal voit ce motif dans la nature. Parce que pour l'instant, c'est impossible de conclure que ces motifs sont réellement perçus par les casoars comme un signal. On ne sait pas comment c'est interprété. Et l'étude ne prouve pas encore que les casoars voient bien les motifs dans les conditions réelles. Parce que qu'est-ce qui se passe quand ils sont dans une forêt tropicale, au lever du jour, au crépuscule ? On ne sait pas exactement comment est-ce que c'est perçu. Est-ce que ça permet de rentrer en communication ? Quel est le rôle de tout ça ? Ça, on ne sait pas. Et là, c'est encore une autre étude qui souligne l'importance de différencier ce qui se passe en laboratoire versus ce qui se passe dans la vie réelle. Une preuve de plus. On n'est pas chez l'humain, on est chez les oiseaux, mais ça démontre encore une fois l'importance de bien différencier les 2 types de contextes. Ce qu'on prouve et ce qu'on ne prouve pas. Exact. En revanche, ça pourrait aider les scientifiques à identifier des spécimens incomplets dans les collections de musées, notamment parce que les motifs varient selon les espèces, comme on le disait, et évidemment, dans la nature, ça pourrait les aider à reconnaître des casoars, un peu comme on identifie certaines baleines, tu sais, avec les motifs sur leur queue. Les chercheurs évoquent même l'idée de poser des caméras ultraviolettes, caméras UV, carrément sur le terrain pour mieux suivre ces oiseaux rares, difficiles à observer et surtout parfois dangereux à approcher. Surtout ça l'affaire. C'est l'oiseau le plus dangereux du monde. Ouais. Oiseau qui ne sait pas voler. Exact. Mais il est dangereux. Il est dangereux. Ouais, c'est comme ça. Alors, aviez-vous trouvé la réponse chez vous ? Dites-nous dans les commentaires. La bonne réponse était la 2e histoire, donc celle de Viviane.
Et effectivement, l'image montre bien une coupe de la cavité nasale de souris au microscope. Chaque point coloré correspond à un récepteur olfactif capable de détecter les odeurs. Ces récepteurs sont situés sur des neurones, eux-mêmes reliés à une partie du cerveau de la souris qui va ensuite traiter l'information. Selon cette étude publiée dans le journal Cell, chez la souris, dans le nez, chaque type de récepteur olfactif occupe une position moyenne particulière dans l'épithélium nasal. Autrement dit, il contiendrait une carte spatiale très fine avec environ 1100 récepteurs olfactifs. On a donc une carte extrêmement détaillée de l'organisation des récepteurs olfactifs dans le nez de la souris et cette carte semble alignée avec la façon dont l'information olfactive est ensuite envoyée dans le cerveau. Et quant à la première histoire, l'étude existe pour de vrai, c'est juste que l'image ne correspond pas à cette étude. C'est donc une méta-analyse qui rassemble les données d'une 50aine d'études. Résultat, les interventions artistiques de groupes, musique, danse, art visuel, écriture créative, théâtre, etc., sont associées à une réduction des symptômes de dépression et d'anxiété chez les personnes âgées. Attention, c'est une corrélation dont on parle. On ne peut pas dire l'art guérit la dépression, ce serait chouette. Ce serait très chouette. Une petite baguette magique comme ça. Une petite là, magique, ce serait chouette. Mais non. C'est pas ça qu'on dit. Malheureusement. Les études incluses en plus sont très hétérogènes. Certaines sont petites, certaines utilisent des contrôles différents. Le type d'activité varie beaucoup. Donc évidemment, c'est une corrélation et non pas une causalité. Alors, est-ce que cette image aurait pu être dessinée ou peinte par un des participants ou des participantes de cette étude ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça aurait pu. C'était juste pas le cas ici. Exact. Voilà. Ouais. On espère que cette édition vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, ça nous intéresse particulièrement. N'hésitez pas à nous soutenir également. Cette émission, vous l'aurez compris, ne dépend que de vous. On vous laisse avec 3 choses à aller voir. La dernière vidéo de Syllabus qui parle d'une expérience spatiale que j'ai eu l'occasion de suivre depuis la réflexion jusqu'à sa réalisation dans l'espace. Wow. L'intérêt, c'est pas tant l'expérience, c'est juste que c'est bourré d'anecdotes. C'est un peu crunchy, genre Ouais. Des coulisses, genre Ouais, des coulisses. Et vous j'adore. avez jamais entendu ça ailleurs. Donc allez voir ça. Oh my god. Notre dernière émission d'actualité scientifique où on discute de cannabis médical, d'IA et de recherche scientifique, et également de la plus grande carte 3D de l'univers à ce jour, et évidemment, l'actualité mystère, on la présente plus. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre Thomas pour plus d'actualités scientifiques, notamment sur sa chaîne Twitch Science à la carte, et évidemment sur ses autres plateformes. On vous remercie, dites-nous dans les commentaires quelle actu vous a le plus marqué, on vous écoute et on se retrouve dans le débrief. Ouais. Pour le débrief, cette fois-ci, on va peut-être faire différent. Ouais. Parce qu'on va parler du cannabis de l'émission précédente qui vous a beaucoup fait réagir, pour le meilleur et pour le pire. À tout de suite. Non, pas tout de suite. Si. Oui, on en reparle. Ok. Voilà. Bye. Alors on va parler de plusieurs choses qui vous ont interpellé. On va parler de plusieurs personnes qui essayaient de discréditer l'étude sur la base d'une expérience personnelle, sur ce que l'étude ne disait pas. On va parler aussi des conflits d'intérêts qui a beaucoup été souligné.